Cathy. Hello Batoum, ça va très bien et toi? Bah écoute, bienvenue dans Skills by Design Link. Donc ici on parle des compétences du 21e siècle. Donc compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce fameux monde de mutation, de transition, mais aussi de rupture et d'incertitude. Ouais. Donc chez Skills on va s'intéresser aux différentes formes de pensée, pensée créative, pensée critique, pensée complexe, capacité d'apprentissage, capacité de résilience aussi et plein d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui le font, qui l'expérimentent au quotidien sur le terrain. C'est pour ça que je suis très content que tu sois là. Ah bah merci. Ton domaine à toi, c'est l'industrie des matériaux. Donc tu travailles chez Saint-Gobain, qui, je le rappelle, produit, transforme et distribue des matériaux, notamment donc, pour la construction et le bâtiment, mais aussi des matériaux innovants, notamment pour l'automobile ou la santé. Et toi, tu travailles spécifiquement dans un des 8 centres R&D, donc Saint-Gobain Research. Oui. Et tu as la responsabilité du design et de la user experience. Du coup, moi j'ai une première question pour toi. Dans un monde finalement de plus en plus numérique, où on parle beaucoup d'innovation, de transformation digitale, et puis paradoxalement, on l'a vu avec la pandémie de Covid-19, qu'on ne peut pas se séparer aussi facilement que ça du tangible, du rapport au terrain, à la nature, à la matière bien physique. Toi, c'est quoi un peu ta vision justement du rapport entre l'humain et la matière? Alors c'est marrant qu'on se pose cette question-là, parce que c'était comme si on l'avait oublié. C'est comme si à un moment, le fait qu'on parle de digital enlevait un pan de ce qui avait existé avant. Donc moi, les choses, je les vois de manière assez simple. Hein. Dans le monde du bâtiment, on est dans quelque chose de très matériel, qui a une durée de vie très très longue. Hein. Un bâtiment, c'est pas quelque chose qu'on consomme comme ça. Donc le rapport entre la matière et l'humain, il est central. Parce que déjà, le bâtiment, c'est quand même le lieu de refuge des humains. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on regarde les gens qui peuvent être dans les transhumances, dans la migration, etc., le fait à un moment de ne plus avoir de toit fait qu'à un moment, ça pose la question de son appartenance à un pays, à une société, à un groupe, à tout plein de choses. Donc, il est toujours là, le rapport au tangible et à la matière. Je trouve aussi peut-être un peu facile de ramener le contexte de la pandémie pour réinterroger quelque chose. Je pense que moi, je ne suis pas convaincue que la pandémie ait changé quelque chose. Je pense qu'elle nous a remis sur la table des choses qu'on ne regardait plus ou qu'on ne voyait plus. Voilà. Je pense que la pandémie nous a remis face en fait à ce qui fait limite pour nous et que le progrès nous avait permis peut-être un peu de dépasser, donc notamment le digital. Je pense que le digital nous amène dans des espaces qui nous augmentent, qui nous fait aller aussi peut-être dans des territoires de l'intelligence qu'on n'avait pas avant. Voilà, il nous ouvre des portes, mais par contre, il n'enferme pas pour autant derrière, je pense. Donc le tangible est toujours là. Moi, comment je vois le rapport à la matière, c'est un peu notre planète. Hein. Pour moi, c'est une géologie. On a progressé sur un certain nombre d'aspects, notamment sur des technologies qui étaient plutôt des technologies de l'ère de la mécanique, et puis petit à petit, l'électronique, l'informatique, voilà. Mais je le vois plutôt comme ça, comme une superposition de tous ces aspects-là, et que finalement le rapport à la matière, il n'a pas disparu, il est toujours là. Et c'est vrai que moi je trouve que dans notre usage des objets, des espaces aujourd'hui, on va beaucoup parler de plus en plus d'expérience, on va beaucoup plus parler d'utilisabilité, de désirabilité, et on a l'impression aujourd'hui qu'avec tous les enjeux autour de l'écologie, autour des ressources, du recyclage, etc. Finalement, ça nous revient à ce côté matériel, cette partie matérielle de l'objet qu'on avait un peu occultée, elle nous revient un peu dans la figure, quoi. Tout à fait. C'est quoi ta vision là-dessus? Je pense que pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, l'expérience, souvent, dans le monde du bâtiment, qui est un monde plutôt, on va dire,
un peu classiques, c'est-à-dire dont les cycles de renouvellement et de changement sont peut-être moins rapides que... Parce que les technologies Exactement, sont très, on est dans de l'industrie lourde, hein, Ouais, ça c'est un terme qu'on Ça bouge pas utilisait souvent. avant dans nos cours d'économie et dont on n'entend plus parler parce que la sidérurgie ça a disparu, etc. Mais au bout du bout, nous, Saint-Gobain, on a cette origine, hein, et nos process relèvent de l'industrie lourde. L'expérience, du coup, pour parler à ces personnes de l'expérience, ben finalement, il était question plus de revenir à l'essence même de la définition du terme, c'est-à-dire, et qui, je pense, fait aussi partie de notre travail de designer, c'est de dire que l'usage, le fait qu'on manipule des choses, qu'on les casse, qu'on les expose des fois, etc. Tout ça, c'est une manière d'expérimenter ou to experience, comme diraient les Anglais, des artefacts tangibles. Donc en fait, il y a cet aspect-là. Et puis je pense que dans l'expérience, il y a une autre chose dont on ne parle pas trop non plus, mais qui est une évolution d'une approche économique. Avec des chercheurs comme Pine et Gilmore. Donc en fait tout ça se rend compte, mais on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Donc je pense que l'expérience, le rapport aux objets, le fait de les manipuler et derrière d'avoir un sentiment, une émotion, un point de vue, ça je pense que ça a toujours eu lieu en vrai. Voilà. Et puis l'expérience, c'est aussi une nouvelle manière de valoriser des biens. C'est ça. Voilà. C'est les deux. Aujourd'hui, et la valeur qui est liée à la matière, le matériau, exactement, ils sont voilà. constitués, etc. Donc là, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut prendre en compte ces deux aspects-là pour savoir à un moment de quelle expérience finalement on parle, et aussi pour s'adapter, je pense, au fait que derrière expérience, il y a le côté qui est lié à la manipulation des choses, à l'utilisation des choses, et au mode de vie, etc. Et puis il y a aussi du coup les modèles économiques qui sont liés à l'avènement de cette ère, qui pour moi propose quelque chose en effet qui est complètement assez nouveau, qui est d'arriver à dire que en tant que client, on peut donner de la valeur à quelque chose que je n'emporte pas physiquement avec moi. Je pense c'est comme ça que je l'explique des fois quand j'ai des personnes assez jeunes dans mon équipe. Je leur dis, mais d'un point de vue économique, c'est un gros changement parce que très longtemps, on a été conditionné par une économie de transfert de flux et de biens. Et sous-entendu, ces biens étaient plutôt matériels. Après, on est passé à des biens immatériels, sous-entendu le service. Voilà. Et là, l'expérience, c'est de dire qu'à un moment, on peut donner une valeur à quelque chose qui ne soit pas uniquement une transaction immatérielle fonctionnelle, mais aussi quelque chose qui relèverait, alors tu parlais de désirabilité, d'une valeur qui serait beaucoup plus purement émotionnelle, voilà, exactement, voilà, qui est quelque chose qui n'est pas obligatoirement lié à un prix ou à un poids, ou voilà, c'est de se dire qu'à un moment, je vais remercier financièrement un acteur qui m'a permis d'être bien, de rire, de me découvrir, des choses comme ça, voilà. Donc je pense que c'est ça qui est complètement en train de se passer dans le mouvement, c'est la nature du bien dans la transaction qui a changé et qui, du coup, du point de vue du design, nous demande de changer peut-être ou d'adapter ou d'enrichir nos modèles de pensée d'un truc. Qui ne se qualifie pas, juste un truc. Exactement, qui ne se qualifie pas par ses dimensions physiques ou tactiles ou autres, mais qui touche à des voilà, exactement, du culturel, de l'imaginaire, de la pure émotion, de la pure sensation. Alors là, tu parles d'imaginaire, ça c'est assez intéressant pour moi, puisque l'histoire des matériaux raconte aussi du coup l'évolution des modes de vie, l'apparition du plastique, l'apparition du verre même avant lui. Donc toi tu travailles avec tes équipes justement aussi à un moment donné à projeter les modes de vie futurs pour justement anticiper quelque part comment on va habiter demain, comment on va investir des lieux de vie, construire aussi ces lieux de vie. Question du coup presque qui n'est pas triviale, mais c'est comment on fait ça, comment on réfléchit à ce futur-là, est-ce que c'est facile Est-ce que c'est facile de réfléchir au futur, toi ? Je ne trouve pas ça facile. C'est sans doute un exercice
stimulant, agréable, et puis je pense optimiste pour celui qui fait, et puis optimiste aussi. Parce que je pense que de penser le futur, c'est s'inscrire dans une histoire, c'est s'inscrire dans la durée, c'est s'inscrire dans la vie. Donc du coup, c'est assez stimulant, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que je pense que ça nous engage. Ça nous engage sur le fait que est-ce que cette réflexion-là, c'est celle qui va devenir? Est-ce que c'est celle qu'il faut prendre? Voilà, donc ça c'est assez compliqué, je pense, quand on est dans des approches de design versus des approches, par exemple, de l'ingénierie. Très vite, on va se dire, mais ok, ça c'est le futur, mais t'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qui me le prouve, etc. Donc c'est vrai que c'est pas factuel, voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est un exercice, du coup, qui est difficile et qui est impliquant. Voilà. Ensuite, c'est un moteur, quand même. Je pense que ça engage et ça emmène, ça met du mouvement. Et je pense que, voilà, c'est ce qui est intéressant dans le positionnement du design chez Saint-Gobain, c'est de pouvoir être en recherche et développement, et pas uniquement en développement ou sur des phases plus aval. C'est aussi, par rapport au contexte dont tu parles, un bon endroit pour pouvoir poser la question et avoir l'autorisation, j'ai envie de dire, voire la mission de pouvoir re-questionner les états de fait, en fait. Et je pense, quand tu dis dans l'histoire que les matériaux ont toujours accompagné ça, bien entendu, c'est-à-dire qu'à un moment, le fait qu'on ramène de la souplesse par une matière qui a une certaine plasticité, une flexibilité comme étaient les matières plastiques, eh bien, on voit bien qu'elles ont justement offert une manière de s'asseoir, une manière aussi au niveau vestimentaire, quoi. Tout plein de choses se sont quelque part assouplies, au même titre que la matière amenait ces propriétés-là. Voilà. Donc ça, je pense que c'est en effet quelque chose d'intéressant. Là où chez Saint-Gobain, je pense qu'il y a une petite singularité, c'est que nous, on n'est pas utilisateur des matériaux, on fait le design du matériau. Ouais. On n'est pas comme un designer qui se dirait, tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer avec tel matériau. C'est que nous, en fait, le qu'est-ce que je pourrais imaginer, c'est le matériau. Voilà. Donc, et là, je dirais que c'est pour ça que ça demande du coup de réfléchir et de repenser. C'est que pour nous, il y a, on va dire, des acteurs, sans parler de la filière, mais qui sont importants. C'est-à-dire que c'est à la fois l'humain, mais à la fois le bâtiment. Parce que celui qui est en train de changer avec nos matériaux, c'est le bâtiment. Ouais. Et ce qui va changer pour l'occupant ou pour l'humain, c'est les modes d'habiter, c'est les modes de vie. Mais du coup, il va y avoir un double niveau. Pour nous, il y a deux sujets. À chaque fois sur nos sujets, on a toujours deux sujets, en fait. Parce que nos matériaux, quelque part, l'usager de nos matériaux, c'est le bâtiment. Et après, indirectement, c'est l'architecte, c'est le bureau d'études, c'est les bâtisseurs, etc., etc. Les artisans. Exactement. Et donc, quand on pense le futur... quand on est chez Saint-Gobain, on pense le futur presque du potentiel que la matière peut offrir. Donc il y a ça. Donc c'est de penser les capacités, les comportements. Alors là, on est vraiment dans la science des matériaux. Donc ça se pense avec des ingénieurs chimistes, des ingénieurs en mécanique, en thermique, en tout ce qu'on peut imaginer qui finit en -ic. Mais c'est aussi faire ce dialogue entre ces nouvelles capacités du matériau et en quoi ça peut venir aussi fonctionnaliser, voire augmenter les capacités du bâtiment. Et là, en tant qu'objet, exactement, voilà, exactement. C'est comme ça que je le représente pour arriver à me dire où est-ce que le design peut se loger dans un monde finalement qui est quand même un monde de la science des matériaux. Et quand on se dit ça, là tout de suite, ça devient concret. Ça devient concret. Un bâtiment d'hier, c'était quelque chose qui nous isolait des intempéries, de l'extérieur, des dangers. Hein. C'est là d'où ça vient. Ok. Là, quand tu parles du nouveau contexte, quels sont nos nouveaux dangers? Quels sont les nouveaux facteurs externes qui peuvent nous mettre, en situation de fragilité? Et donc, du coup, en quoi le bâtiment, il peut accompagner ça? Et là, on voit s'ouvrir, je pense, du coup, beaucoup plus clairement. Voilà. Ouais. Et ça, justement, c'est une question que j'ai, c'est-à-dire que donc, chez Saint-Gobain Research, avec tes équipes, vous travaillez donc sur une échelle qui est plus seulement celle
j'allais dire, de l'individu, mais même du bâtiment, parce que derrière le bâtiment, il appelle la ville, il appelle le pays, il appelle la planète tout entière si on regarde les matériaux d'où potentiellement ils viennent. Donc ça veut dire que potentiellement il y a un impact qui est gigantesque. Oui. Comment on arrive à penser ça en fait, sur des échelles aussi... c'est pas des échelles humaines, donc comment on arrive à se projeter dans un futur qui fait face à des échelles aussi complexes, aussi intriquées? Alors là c'est là où on se dit, bien entendu, faut pas se sentir seul. Ouais. On n'y arrive pas. Faut pas se sentir seul. Ouais. Donc peut-être qu'avant on parlait de pluridisciplinarité comme un souhait, voire une philosophie ou quelque chose dans l'idéal, c'est une nécessité. Ouais. Là, on ne peut pas faire sans, parce qu'on a besoin on va dire de méthodes, de longue vue. Hein. Et donc, ces longues vues, elles viennent de différentes disciplines. Donc, on va travailler chez Saint-Gobain avec le département qui s'occupe de la sustainability. On va travailler avec l'industrie. Il faut qu'on collabore avec tous les gens qui, justement, vont avoir aussi, eux, une capacité à nous donner un éclairage sur différents niveaux de l'échelle. Toutes les expertises. Exactement, voilà. Côte à côte, quoi. Pour qu'on comprenne. Jusqu'au niveau le plus microscopique, puisque quelque part, il y a une partie du design des matériaux qui est ce qu'on appelle de la formulation. Donc, on est vraiment dans la science. Et ça, on a aussi besoin de comprendre quelque part pourquoi, quand on mélange telle et telle molécule, qu'est-ce que ça peut faire, ou bien quand nous, on a envie de proposer justement des nouvelles fonctionnalités, comment justement on peut formuler les choses pour que cette propriété advienne. Et puis là, on retrouve toujours des échelles chez Saint-Gobain. On commence par l'éprouvettes, on va travailler sur des prototypages à l'échelle de l'échantillon, et puis après de l'échantillon, on va passer à quelque chose qui va plutôt être à l'échelle, si on est dans le bâtiment, d'une cloison, d'un mur. Et puis, en fonction des types de matériaux, si on travaille sur l'isolation, eh bien, petit à petit, on va passer à l'échelle de l'isolation, c'est-à-dire une façade. Donc, en fait, on va aussi... Un aller-retour des allers-retours sur différentes échelles, en changeant aussi, quelque part, ce qui va être l'échelle de maquettage et l'échelle de prototypage. Parce que, justement, ces échelles-là vont poser des questions qui sont différentes. Là où on va peut-être être, quand on est à l'échelle de l'échantillon, sur des problématiques de chimie, d'adhésion, de propriété, voilà. Quand on va commencer à rentrer sur l'échantillon qu'on va pouvoir poser sur la table, là, on va plutôt pouvoir aussi commencer à rentrer dans des enjeux de qualité perçue, mais aussi de mécanique, de tenue au feu, de plein de choses. Et puis après, quand on va passer à l'échelle de la façade, là, on va commencer vraiment système, d'installation, de tenue au vent, voilà. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que moi, dans mon parcours, il y a une personne qui m'avait dit « Tiens, Cathy, il faut absolument que tu regardes une vidéo qui s'appelle « The Power of Ten » de Ray et Charles Eames. » Tout à fait. Ce sont des designers bien connus. Exactement. Et cette vidéo, moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui arrive et que je vois que les personnes ont du mal à comprendre cet enjeu d'échelle, je dis « Regarde ça ». Et là, tout d'un coup, sans intellectualiser, on voit bien que, parce que la vidéo, elle est hyper bien faite, en fait, à chaque fois, on se situe à une certaine altitude. Et à chaque altitude, finalement... On dézoome sur un couple, exactement, qui est en train de pique-niquer. Qui est en train de pique-niquer, c'est ça. Et là, en fait, on voit bien qu'à chaque altitude, finalement, ce qui compose le problème n'est pas du tout le même. Voilà. Et donc, il y a ça. Et puis l'autre chose aussi qu'on voit, c'est quand on change d'échelle, on voit aussi comment, dans la verticalité, ce problème se reformule à l'autre échelle. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui nous est demandé, et les liens, etc. Ouais. Voilà. On est quand même en train de se dire que c'est extrêmement complexe. Comment tu prépares tes équipes à ça, ou comment tu les recrutes, ou c'est quoi les compétences dont on a besoin pour arriver à gérer cette gymnastique, cette plasticité du cerveau, voilà, autre que simplement, entre guillemets, déjà rassembler toutes les parties autour de la table, mais individuellement, comment j'arrive à me confronter quelque part à la vague gigantesque de toutes ces informations. Alors, déjà, je pense que c'est pour ça que je dis que quand on n'est pas seul, on se sent un peu mieux. C'est aussi parce que, justement, les autres
compétences, elles font aussi ce travail quelque part un peu de simplification autour de modélisation, de caractérisation des choses. Donc si je reprends l'analogie de l'altitude, quand on arrive à certaines altitudes, en fait, on ne découvre pas complètement une contrée. Il y a des éléments qui sont quand même travaillés. Un langage commun. Un langage, voilà, des analyses. Voilà, donc ça déjà, c'est important. Mais ce que tu dis est aussi un point, je pense, délicat. C'est que je pense que dans nos formations initiales, on est plutôt on est formé à être à une certaine altitude. Hein. Ouais, c'est comme les poissons dans l'océan. À une certaine profondeur, on va en trouver une catégorie. Et en fait, ils sont adaptés pour vivre là. Tu les mets juste au-dessus, ils se noient, en dessous, ils se noient. Donc voilà. Donc nous, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu ça, hein, le problème. Donc il faut arriver aussi à accompagner les designers dans le fait que quand on parle d'interaction, et du coup, moi, pour avoir été moi plus dans une expertise sur le design des services et l'interaction, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on travaille des interactions, ça veut dire que dès le départ, c'est composé de plein de pôles et qu'à un moment, il faut arriver à interfacer tout ça. Relier, ouais. Quand on travaille sur classiquement, et je dis bien classiquement, ça ne veut pas dire que travailler sur du design produit, c'est du design classique, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Quand on travaille sur l'objet de manière un peu centrée sur l'objet, du coup, on va être dans une interaction simple. Moi, l'objet. Voilà. Ce qui est intéressant, je pense, dans nos métiers, c'est qu'avec le temps, de plus en plus de designers ont commencé à déjà, je pense, adopter, comprendre, adhérer à des pensées comme celle de Baudrillard, où à un moment, on doit entendre que l'humain vit dans un système d'objets, voilà, et que quand je crée une table, elle est obligatoirement pensée pour interagir avec soit un canapé, soit avec des chaises, soit avec un tapis, soit voilà. Donc ça déjà, de bien rappeler et de mettre, je pense, le designer dans cette... Que tout est système, voilà, en que fait, les à un choses moment sont donné. reliées et que les humains, nous avons cette capacité, je pense, à créer des systèmes, à créer des ensembles et dans beaucoup de cas, à venir y chercher une construction de cohérence. Donc les choses se lient, voilà. Donc déjà ça, pour moi, c'est important. Et donc ça peut s'acquérir parce qu'il y a des écrits là-dessus et que je pense que le designer de demain qui est capable d'être un peu plastique, il faut qu'il ait lu autre chose que du design. Voilà. Ou qu'il ait bien compris que le design, comme démarche intégratrice, il intègre des trucs. Et que si c'est pas intéressé au truc qu'il intègre, en fait, le design tout seul, du coup, n'est rien. Toujours quelque chose, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. L'autre chose, ça demande aujourd'hui, du coup aussi, d'étendre un peu ses connaissances. On a souvent dit ces dernières années, le designer, sa capacité, c'est aussi le fait qu'il ait un peu un regard naïf sur les choses, qu'il ne soit pas expert des choses. La naïveté, non, en vrai. Non. Être généraliste, oui, mais ça ne veut pas pour autant dire être naïf. Oui. C'est différent. Donc je pense qu'à un moment, il faut être curieux de ce que c'est qu'un modèle économique sans pour autant se dire qu'on va être celui qui est capable, à lui tout seul, de le bâtir. Mais par contre, de comprendre les dynamiques, de comprendre les concepts qui sont derrière, il faut s'y intéresser, il faut être curieux. Voilà. Et la curiosité, c'est à la fois être à l'écoute, mais aussi questionner. Pas au sens de la critique, mais vraiment de questionner pour comprendre et creuser les choses. Donc ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et c'est ce que je mets derrière ton mot de plasticité. C'est pas obligatoirement de faire les montagnes russes en se disant hop, 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 c'est hyper haut, c'est hyper focus, etc. Mais c'est d'avoir cette capacité à passer d'un contexte à un autre et puis d'avoir ce souci de vouloir et de s'y intéresser réellement et d'avoir le souci de voir qu'est-ce qui les relie. Voilà. Du coup, pour filer sur cette thématique et continuer à détailler, donc on parle de système, on parle du bâtiment aussi, donc en tant qu'objet et donc en tant que système. Du point de vue des matériaux, là, si on se projette un peu aussi sur le futur de ce que moi, par exemple, je vois de ma fenêtre,
c'est-à-dire a priori très partielle du coup. Mais j'ai l'impression qu'on va passer d'une matière inanimée à une matière de plus en plus animée, parce que on intègre de la technologie par exemple dans les matériaux, mais aussi parce que petit à petit on réintègre sinon du vivant, vraiment de la matière vivante. Pour toi, j'imagine qu'à l'échelle de Saint-Gobain, ça veut par exemple dire on passe de, si je fais une grande caricature, de la chimie à la biologie. Alors du coup, en termes de paradigme conceptuel et de modèle, je pense que ça casse tout. Donc comment on se prépare du coup pareil à ce genre de saut, si jamais ce genre de saut est effectivement amené à arriver? Alors, j'ai envie de dire, bon, chez vous Saint-Gobain, virez tous les chimistes, vous prenez des biologistes? Non, mais il y a déjà des microbiologistes dans le centre de R&D, géologues. Donc en fait, j'ai beaucoup parlé des chimistes, mais en fait, la palette des intervenants au niveau scientifique est très très large à Saint-Gobain Recherche Paris. Donc je pense qu'on s'y prépare depuis longtemps. Aussi parce que la R&D du groupe Saint-Gobain, elle a comme rôle, quelque part aussi, d'anticiper les compétences et les savoirs qui vont être nécessaires. Sur toute la chaîne, sur toute la filière. Voilà, et pour la durabilité du groupe. Donc, du coup, on a ces compétences qui sont déjà là. Après, tu poses, je pense, une question qui est intéressante. Et moi, je vois beaucoup de choses positives dans cette logique-là. C'est que le design, aujourd'hui, se structure de plus en plus en recherche. Et ce que je vois que la recherche produit... Au sens de recherche même académique. Exactement, vraiment, voilà. Et ce que je vois comme point vraiment porteur et performant, c'est que les designers qui empruntent le chemin de la recherche, en fait, finalement, s'octroient 3 ans pour commencer à faire ces hybridations, comprendre les modèles, etc., parce qu'ils vont les convoquer dans leurs réflexions, et deviennent après, je pense, des professionnels qui vont être importants pour faire ces interfaces et être capables justement de ramener les concepts biologiques à un designer qui aurait été formé au design produit. Donc pour moi, c'est important. Moi, tel que je le vois les choses et comment est constituée l'équipe aujourd'hui, elle est constituée à la fois de designers, qui soient produits ou de services UX, mais aussi de designers qui sont chercheurs. Et quand je dis chercheur, c'est au sens d'avoir un doctorat, c'est-à-dire d'avoir étudié la recherche, avec la rigueur démarche, avec la rigueur, etc. Demande, et d'avoir eu ce temps, parce que je pense que pour pouvoir creuser à fond, creuser et comprendre justement, ne serait-ce que la biologie, ça se fait pas en 2 lectures. Voilà, on peut comprendre les grands thèmes, mais après, pour être capable de le réinjecter dans sa propre démarche, ça demande un petit peu de temps, d'expérimentation, etc. Et du coup, je trouve que la recherche, c'est un formidable terrain, justement, pour pouvoir développer, je pense, des connaissances et des compétences nouvelles du design, en les créant. Moi, c'est ce que je vois. C'est faire la R&D du design Exactement, aussi. voilà. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment accélérer nos métiers. Et voilà, aujourd'hui, on croise de plus en plus de designers qui sont intéressés, tu parlais de la biologie, donc du biomimétisme. Et donc, on voit bien que quand les choses se sont bien rencontrées, ça produit des pensées qui sont vraiment, et des réflexions qui dépassent juste la bio-inspiration, ça va beaucoup plus loin. Et ça, du coup, pour moi, c'est là où nos métiers, alors pas là au sens de la biologie, mais cette manière à un moment de se saisir des autres aspects, mais se saisir par le design. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ça recrée des compétences et des connaissances nouvelles. Et c'est ce que tu dis, c'est de la R&D du design. Et donc, quand tu dis aller plus loin que la bio-inspiration, parce qu'effectivement, le biomimétisme aujourd'hui, donc, on voit un certain nombre d'exemples très factuels, pareil, sur des têtes de train ou voilà, qui vont reprendre certains animaux, etc. Mais effectivement, si on se dit, c'est quoi designer ou concevoir de manière générale un truc qui est vivant, un organisme vivant avec cette forme d'évolutivité, de versatilité, de réversibilité, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on n'est plus sur je fais juste une table mais il y a le système table, mais là la table en plus elle bouge tout le temps. Oui, quoi. Elle a quelque chose à dire aussi. Et comment on fait ça?
Alors nous aujourd'hui, on reste encore une industrie de matériaux qui sont aux propriétés plutôt stables et prédéfinies. On commence à réfléchir et on voit le premier niveau le plus simple, c'est la végétalisation, etc. Il y a plusieurs niveaux, donc nous on travaille sur ces sujets-là. Il y a plusieurs niveaux. Il y a la capacité de faire de nos matériaux des terreaux quelque part. Voilà. Donc ça veut dire que le matériau, il doit répondre toujours. Hein. C'est pas parce qu'il y a du digital qu'il n'y a plus de physique, mais donc il faut qu'il continue à répondre aux enjeux du bâtiment, tout en ramenant le fait de pouvoir faire vivre, laisser vivre et se développer une plante qui, avec le matériau en termes de substrat, ensemble vont produire des nouvelles fonctionnalités au bâtiment. Donc ça, c'est vraiment les premières réflexions. Et puis après, en termes de design, ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment aussi les occupants vont cohabiter avec ces matériaux-là. Parce que qui dit matériaux qui commencent à devenir un peu vivants, un peu interactifs, etc., ça redit interaction là où avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, en effet, tu disais, tu ouvres ta fenêtre, tu parles... Alors peut-être que tu parles à ta fenêtre, je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interface pour parler vraiment à ta fenêtre. Tu n'interagis que dans des interactions assez basiques, ouvertes, fermées, occultées, voilà, et que tu décides au moment où toi, tu le souhaites. Donc là, ça veut dire aussi que ces fonctions-là, elles peuvent avoir aussi une forme d'autonomie. Et là, on l'a vu par exemple à Singapour. Donc, c'est un lieu assez observé sur tous ces bâtiments végétalisés. Et puis, on a vu des conflits arriver entre les occupants et ces façades végétalisées parce que les occupants ne supportaient pas de devoir cohabiter avec des insectes. Donc, de cohabiter avec le vivant. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah oui, ok, j'ai des plantes. Mais non, ce qu'on ramène, c'est un écosystème vivant. Et donc, les gens ont quitté les logements. Le promoteur, du coup, s'est retrouvé en difficulté. Donc ça, typiquement, quand tu poses cette question du comment on fait, je pense que le problème n'est pas que technologique. Le problème, il est aussi de s'adresser dans notre conception à ce qui va relever justement de nouvelles formes d'interaction, qui est par exemple comment je cohabite avec des insectes, alors que ça fait des années et des années que dans le monde urbain, justement, on veut se dissocier de la nature. Voilà. Donc là, à un moment, la question, c'est de dire, ah bah oui, on va ramener les urbains à cohabiter avec la nature. Et là, je pense que ça ouvre aussi une perspective de design sur qu'est-ce que ça veut dire cohabiter. Est-ce qu'à un moment, pour faciliter l'adoption, ça ne nous demande pas aussi de choisir entre une solution qui serait complètement autonome et une solution où il faudrait peut-être encore garder un peu d'intervention aussi des occupants pour entretenir les propriétés et peut-être aussi que l'occupant puisse voir concrètement quel est le fruit de ces nouvelles propriétés. Il y a une co-construction avec presque les parties prenantes presque finales aussi à un moment donné. Tout à fait. Qui ont leur mot à dire quelque part sur comment elle va vivre avec ça. Exactement. Est-ce qu'à un moment l'occupant, là où aujourd'hui on est content d'avoir un concierge qui gère tout, peut-être que dans ce type de bâtiment, le mode de vie fait qu'on doit peut-être s'impliquer aussi dans le bon fonctionnement de ce matériau vivant. On va aussi aujourd'hui vers des matériaux qui vont pouvoir aussi faire de la captation. On a des problèmes d'eau, on sait que les problèmes d'eau vont s'aggraver, donc on voit au niveau recherche, en termes de recherche matériaux, des réflexions, des travaux sur la captation de l'eau. Là, pareil, est-ce qu'à un moment, c'est l'organisation habituelle de la distribution des eaux qui gère ça, ou est-ce qu'à un moment, justement, à l'échelle d'un bâtiment, une communauté qu'est-ce qui se passe s'organise. Voilà. Et c'est là où, pour moi, on adresse de manière, non pas justement un peu complexe les choses, mais en ramenant de manière pragmatique avec les outils qui sont ceux du design, comme on l'a fait là, qui est de commencer à scénariser et en même temps de questionner, de maqueter ce que ça pourrait dire, de le mettre en discussion, etc. Ça nous permet à la fois de faire ressortir ce que pourraient être les problèmes réels et pas d'en inventer et avec le risque de résoudre des problèmes qui ne sont pas là. Et en même temps de concevoir le cahier des charges de ces matériaux
au-delà de la capacité qu'il pourrait avoir, par exemple dans notre cas de la végétalisation, de cohabiter. Donc ça, c'est le premier niveau, hein, quand on reprend les attitudes. Nos couches, là, Voilà, la première couche, c'est bien ça, mais du coup, ça ouvre sur d'autres considérations. Et voilà, moi, c'est là où je situe en partie le travail des designers chez Saint-Gobain, sachant qu'on a aussi toute une partie d'action qui concerne vraiment des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, court terme, sur l'accompagnement des professionnels, donc nos clients, dans l'utilisation de nos solutions aujourd'hui, et qui est en partie, par rapport à ce que tu dis aussi, comment finalement remettre de la visibilité sur l'usage de quelque chose que sur le fond, on ne considère pas vraiment comme un usage, c'est-à-dire un mur, une plaque de plâtre, c'est derrière du papier peint ou de la peinture. Voilà. On l'oublie, on ne visualise pas du tout. Et donc, comment tu fais du coup pour traiter ces sujets-là? Nous, on le traite surtout du point de vue aujourd'hui des professionnels. C'est ça, qui appliquent les matériaux, qui les mettent en œuvre, etc. Et quand on regarde de leur côté, il y a une partie du pan de notre activité qui est de faciliter la mise en œuvre de matériaux avec cette idée que nos matériaux, ils peuvent aussi générer quelques difficultés ou facteurs de pénibilité dans la mise en œuvre pour ceux qui les mettent en œuvre. Voilà. Donc il y a aussi dans l'équipe beaucoup aussi ce travail-là. Et quelque part, pareil, j'essaye toujours, comme tu dis, quand tu dis comment on fait quand les choses sont vastes, moi, ma petite méthode, c'est toujours d'aller essayer de retrouver une image concrète qui va me permettre d'appréhender les choses. Et donc là, par exemple, pour ces professionnels, c'est de faire du matériau vraiment un produit, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas juste un élément technique du bâtiment, mais bel et bien quelque chose dont on a un usage. Et cet usage, il relève d'un usage professionnel, mais c'est un usage. Et donc nos matériaux dans les chantiers s'inscrivent dans la vie des professionnels. Des professionnels, voilà. Donc c'est cette vie-là aussi qu'on regarde. Exactement. Voilà. Super clair. Super clair. Donc on parle du coup de co-construction à un moment donné, de se dire comment on va embarquer en fait toutes les parties prenantes dans la réflexion. Mais aussi on s'est dit au début, c'est pas facile d'embarquer les parties prenantes qui vont avoir des niveaux finalement de connaissances différents, de maturité différentes sur les sujets, qui peut-être dans leur silo vont être experts, mais quand tu mets les silos bout à bout, ça fait pas pour autant quelque chose. Tu as des outils, des méthodes, comment tu fais pour animer quand même justement ces démarches de co-construction Alors, moi, il y a des choses qui sont des choses qui relèvent de mon expérience. Je ne suis pas sûre que ça vienne du design. Quand je dis mon expérience, c'est les différentes expériences professionnelles. Donc, il y a une première chose qui est que le designer, pour moi, il doit aimer aujourd'hui, dans cette complexité, dialoguer. Il faut qu'il aime parler, il faut qu'il aime poser des questions. Je pense que pour aborder... c'est un métier social, quoi. Voilà, il faut dialoguer. Voilà. Donc, il faut avoir cette compétence relationnelle. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne parle pas au sens d'être sympa, etc. Mais cette capacité à rentrer en contact avec l'autre, cette capacité à entendre, à faire parler l'autre, ça, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas travailler tout seul en se disant on récupère notre cahier des charges et on a sans toutes les être discuté, infos, on a toutes les infos. Le truc et tout va bien. Pour moi, ça, c'est pas possible. Le dialogue permet justement déjà de mettre les gens dans un même espace. Ça me paraît quelque chose de très important. L'autre aspect aussi qu'on a expérimenté et qu'on voit de plus en plus comme étant un usage important pour mettre tout le monde autour de la table. Alors tu parlais du vocabulaire, du langage, c'est de convoquer le langage visuel et graphique, celui de la représentation, pour qu'à un moment on valide aussi qu'on parle bien tous de la même chose. Ça pour moi c'est quelque chose qui est important. Moi dans mes études en design industriel, c'était plutôt utilisé en fin de process pour la spécification des choses, pour s'interfacer avec le bureau d'études. Là, en fait, ça joue le rôle de médiateur. Et puis il faut le ramener au début, dès le début. Voilà. Et ça, à la fois pour voir ensemble les choses, discuter ensemble des impacts, etc. Et qui peut être justement un moyen de trouver une sorte de méta-langage. Alors, je parle de la cartographie, parce que j'aime bien ça, mais il peut y en avoir d'autres. Oui, parce que c'est pas des représentations... Si c'est des représentations tangibles, c'est du maquettage ou c'est plutôt de
la représentation graphique de type data visualisation. Ça peut être de etc. data visualisation, c'est tout ce qui relève du mapping, hein, et donc du coup je pense qu'en cela, pluridisciplinarité, Et une traduction de la complexité à exactement, faire, et ben, les cartographes doivent être à nos côtés, parce que construire une carte, ça s'apprend, voilà. Et quand on s'y intéresse, la modélisation. Et ben voilà, du coup on comprend mieux comment, dans une discussion, on va pouvoir structurer une certaine donnée, une certaine connaissance, une certaine information pour savoir si à un moment on parle bel et bien de la même chose. Donc la cartographie, la schématisation, etc. Nous aujourd'hui, c'est des choses qu'on est amené à ramener de plus en plus tôt, même pour donner à lire un process de projet. Voilà, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je ne suis pas du tout partisan du process tout fait en 4 étapes. Non, on doit dessiner le chemin qu'on va faire collectivement. Re-questionner, reconstruire. Et voilà, à chaque fois. et de le dire dans sa réalité et pas théoriquement, voilà, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, pour qu'on soit toujours d'accord, comme sur une carte, de là où on se situe et de ce qui relève des enjeux de la position où on se trouve. Donc ça c'est quelque chose, je pense, que j'ai pu voir se déplacer dans la pratique. Et tu parlais du maquettage. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que le maquettage, dans un process de design industriel classique, est finalement un objet qui nous servait à nous en tant que concepteurs pour affiner, pour avancer dans la réflexion et dans notre conception. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut maqueter d'autres choses que la réponse qu'on essaye de produire, mais aussi de maqueter un état d'une réflexion ou d'un problème ou de ce qui à un moment a besoin d'être discuté. Voilà, exactement. Voilà. Et est-ce que ça s'utilise aussi puisqu'on voit qu'on a plein d'univers différents, plein de connaissances à relier à un moment donné, à imbriquer, où il y a un travail de détection à un moment donné, comment on arrive aussi à un moment donné à... Imaginons, j'ai tout cartographié, je me retrouve devant ma carte. Bon, mais ma carte, c'est un peu le bordel, quoi. Comment j'arrive à trouver, à détecter les patterns, est-ce qu'il y a pareil des manières de s'y préparer, de s'entraîner à détecter les bonnes choses, finalement, les bonnes configurations, les bonnes relations. Alors là c'est pareil, c'est toujours pareil, on n'est pas seul. Quand on travaille dans l'entreprise, on a quand même des référents qui vont être une stratégie. Qui vont être la réalité d'un process industriel. On a des choses auxquelles on peut se raccrocher. Je pense qu'il faut aussi un peu enlever cette idée que partir à l'inconnu, c'est une totale inconnue. Je pense qu'il faut aussi, dans l'inconnu... jamais de la feuille blanche, on parle jamais de la feuille blanche en fait. Tout à fait. Je pense que dans ce travail d'inconnu, il y a aussi un travail de ramener dans un champ de vision des éléments et de les mettre en discussion avec les autres pour savoir est-ce qu'ils doivent rester dans notre champ de vision ou est-ce qu'ils peuvent être à l'extérieur. Et ce qui me semble être nouveau, c'est un peu aussi ce choix de ce que on définit collectivement dans un projet et qui doit être dans ce champ-là. Et ça re-questionne. Ça redéfinit ce que moi j'appelle des cadres de conception. Voilà. Et ça, ces cadres de conception, pour moi, ils sont importants dans le projet. C'est-à-dire que quand on fait du design produit, et je renvoie un peu au début de ma formation, c'est que mon cadre, il induisait que ma réponse soit un produit. Voilà. Là, aujourd'hui, je pense qu'ensemble, dans les projets, on redéfinit le cadre de conception pour se demander dans quel champ, finalement, va ou peut se trouver notre réponse. Et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on n'ira pas. Mais de travailler le cadre de conception, pour moi, c'est une manière aussi, quelque part, de recentrer dans cet inconnu, de ne pas se faire absorber par, comme tu dis, la densité, la quantité d'informations, et de se trouver des guides pour avancer et puis petit à petit converger, parce que sinon, oui, en effet, ça peut être très très vaste et puis ça peut être juste décourageant. Voilà. Donc pour moi, c'est ce qui est important et c'est pour ça que cette écoute, elle est importante, parce que on doit amener les différents acteurs
à nous aider à dire oui, c'est ça qu'il faut vraiment garder. Et pas par principe parce que je suis l'expert et que j'en ai déduit que. Ok, toi, tu as compris ça aujourd'hui, mais comme on va mettre les choses un peu à plat, dis-moi plutôt de tout ce que tu as fait, qu'est-ce que toi, tu retiens? Qu'est-ce qui est aujourd'hui soit facilitant, soit un impondérable, etc. Donc, c'est aussi ce genre de discussion et ça permet aussi des fois de faire des cartes différentes. Et moi, ce que j'aime avec la carte, c'est de se dire qu'à un moment, ça peut être mis devant nos yeux. Ouais. Il y a un vrai travail de conviction aussi, j'imagine. Avec des équipes, vous êtes finalement une forme de fonction pivot aussi entre la R&D, le marketing, les métiers, après aussi sur le terrain. Et donc, j'imagine que ce côté faire des ponts aussi entre les différentes... comment justement, enfin, qu'est-ce que tu retiens en termes de, je vais pas dire de facteurs clés de succès, ou de risques aussi, pour justement arriver à bâtir quelque part ces fameux ponts qui permettent de se dire, ok, on est d'accord pour travailler ensemble sur ce sujet-là, on est d'accord sur le fait qu'on a détecté ce truc-là qui nous semble intéressant. Est-ce que tu as d'autres pareils moyens d'arriver à tisser cette relation qui permet de se dire, en fait, finalement, on a un projet commun et on est tous orientés à un moment donné vers le même objectif, quoi. Alors, peut-être que ça peut paraître un peu trivial et pas très nouveau, mais nous, aujourd'hui, moi, je pense que dans l'étape dans laquelle on se situe, il y a un gros enjeu sur la question de la capitalisation des connaissances. Moi, ce que je peux observer, c'est que, comme tu le disais, chacun travaillant un peu dans son espace parce que la planète et l'univers est vaste, on ne peut pas reprocher aux gens à un moment de se mettre à un endroit pour pouvoir faire avancer les choses, quitte à des fois ne pas être interfacé avec les autres. Je pense que c'est une manière aussi d'avancer. Mais par contre, si on accepte le fait que c'est pas si simple que ça de tout décloisonner, en fait, il y a quand même quelque chose, je pense, qui peut nous aider, c'est la capitalisation des connaissances. Et comment, à un moment, on est capable de reconvoquer ces connaissances pour pouvoir articuler des choses qui se font dans des endroits qui sont différents. Garder une vision holistique. Voire de réinterroger aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous apporte la recherche, qui est un peu moins un terme du design. Mais dans le monde de la recherche, la capitalisation des connaissances, c'est un point stratégique. Ouais. Voilà, c'est avec toute la veille, avec toute la avec le knowledge management, etc. Et ça, je pense que ce sont des approches qui peuvent vraiment être inspirantes aussi pour le design. Moi, c'est des choses que je commence à mettre en place dans l'équipe. C'est de se dire, OK, on ne va pas se stresser parce qu'à un moment, il faut avancer. Et que quand des fois, on doit avancer, on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table au même moment, etc. Des fois, de manière matérielle, on n'arrive pas. Voilà. Je pense la réunion à 25. Exactement, on n'y arrive pas. Possible, Voilà. Mais par contre, ce qui peut peut-être être intéressant, c'est de se dire que je prends conscience que quand je design, je produis aussi des savoirs. Ça, je pense que c'est une approche vraiment typique de chercheur, ça. Et que ce savoir, en fait, il peut être utile pour mon voisin. Et il peut être quelque part une part de moi quand moi, je ne peux pas être avec lui. Voilà. S'il peut être capable de le reconvoquer. Voilà. Donc la capitalisation de la connaissance produite par le design, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et aujourd'hui, on le fait de manière un peu, j'ai envie de dire... quand on a le temps quand on a le temps, et puis manuellement, j'ai envie de dire. Parce que pour nous, capitaliser, c'est aussi un moment où on se retrouve. Voilà. Mais pour aller plus loin, il faut dépasser ça. C'est-à-dire que pour après, justement, arriver à adresser tous les enjeux, la quantité des projets, etc., de le faire manuellement, en se retrouvant et en discutant, etc., ça va quand on a le temps et quand on a une masse critique qui n'est pas atteinte. Là, je pense que l'équipe aujourd'hui, elle est arrivée à une masse critique et qu'on a besoin d'être un peu plus outillé pour pouvoir faire ces choses, même s'il faut garder des moments de fertilisation concrète entre humains, j'ai envie de dire. Voilà, c'est hyper important. Mais je pense qu'il y a des aspects qui peuvent être accélérés. Justement grâce à ce type de base de données. Mais en structuration de la connaissance et du partage, du coup, régulier. Okay. Je t'ai déjà entendu parler de pluridisciplinarité dans l'action. Est-ce que du coup, finalement, ça incarne pas ce que tu dis là? Est-ce que tu peux nous en redire plus? C'est ça. C'est-à-dire, moi, comment dire?
J'ai déjà expérimenté de mettre des personnes de différents secteurs ou de différentes disciplines dans la même salle. Ouais. Je pense que toi aussi, tu as Ouais. déjà eu ce genre de situation et aussi tu as vu qu'il ne se passait rien. Ça discute. Ça discute. Voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que la pluridisciplinarité en action, elle est importante. Et quand je dis en action, ça veut dire que pour l'opérer, moi j'aime bien à un moment qu'on se dote d'une méthodologie de travail commune. C'est-à-dire que c'est pas chacun qui amène son point de vue, c'est que le point de vue, la connaissance, il est dans les gens. Par contre, la manière de les faire travailler ensemble fait résonner ce qu'il y a dans les gens. Ouais. Au lieu de se dire, bon bah voilà, on a mis un acteur de chaque, et puis finalement, comme tu dis, ça se discute parce qu'on ne partage pas obligatoirement les mêmes concepts dans la manière d'aborder les choses. On n'a pas le même niveau d'expertise, il y a toujours plein de choses qui rentrent en jeu. Pour le designer, des fois, ça peut être aussi le mettre en difficulté dans ces réunions-là, parce que tout d'un coup, on va mettre des gens plutôt verticaux dans l'expertise, des gens qui sont transversaux. Et des fois, les discussions partent grand écart, partent dans de la technicité. Et là, moi qui suis dans une position super transverse, comment j'arrive à rentrer là-dedans si moi-même, j'ai pas un peu... Donc des fois, ça peut être en fait assez compliqué. Et ça peut mettre le designer aussi dans une situation inconfortable. Par contre, si on n'est pas là pour se dire que chacun vient juste mettre son point de vue, mais plutôt que chacun contribue à une action commune, là, du coup, pour moi, on n'est plus dans du débat d'experts. On va être plutôt de dire, ah bah oui, tiens, par rapport à ce problème-là, moi j'ai ce savoir-là, moi j'ai celui-ci, et rentrer encore toujours en discussion. Donc ça me paraît important. Et je pense que les outils du design, aujourd'hui, ils sont reconnus pour pouvoir opérer ça. Je pense qu'on fait partie des disciplines, voilà, on sait concevoir un workshop. Ouais. Voilà. Et faire aboutir exactement. Concrètement les choses à la fin de la réunion. Exactement. Donc je pense que aussi on a les outils pour le faire et on est bien positionné en fait pour pouvoir mettre en action cette pluridisciplinarité. Ouais, très clair. Merci Cathy. Ben, merci à toi Patoum. C'était super. J'ai beaucoup réfléchi du coup, j'ai l'impression là. À bientôt. À très vite. Au revoir.